Quels sont les effets des fluctuations de l'activité économique sur le chômage conjoncturel? Commençons par définir les fluctuations économiques. Ce sont les mouvements de l'économie autour d'une tendance de long terme. Il peut y avoir un ralentissement du rythme de la croissance économique ou bien une accélération du rythme de cette croissance. Comment repérer ces fluctuations? Grâce à des séries statistiques sur le volume de la production, les prix, le niveau des stocks, le chômage, les carnets de commandes des entreprises. On peut alors étudier ces différentes fluctuations grâce à la tendance de long terme qui va nous servir de point de comparaison. L'expansion est la phase ascendante du cycle économique. C'est l'augmentation de la production sur la courte période. La crise est le point de retournement. C'est le début du ralentissement économique. La récession est quand l'activité économique, mesurée par le PIB réel, diminue pour au moins 2 trimestres consécutifs. Et enfin, la reprise, c'est quand la production se remet à augmenter. Attention de ne pas confondre récession et dépression. Ces deux fluctuations se distinguent par l'intensité. On parle de dépression quand le PIB baisse de plus de 10%, et d'amplitude, on parle de dépression quand la fluctuation dure plus de 3 ans. Cependant, il n'y a pas de définition précise de la dépression. Rappelons d'abord l'analyse néoclassique des fluctuations économiques et du chômage. Pour les néoclassiques, ces fluctuations résultent de facteurs exogènes, c'est-à-dire que c'est un événement non prévisible qui éloigne l'économie de son sentier de croissance potentielle. On parle alors de choc, c'est-à-dire une modification exogène de l'environnement économique qui va affecter la relation entre la production et le prix, un choc d'offre, ou bien affecter la relation entre la demande et le prix, c'est un choc de demande. Ces chocs vont avoir un effet transitoire sur le chômage. En effet, au départ, l'équilibre est stable. Cependant, un choc exogène peut faire varier l'offre ou la demande de travail. Ce déséquilibre va être temporaire et non durable. En effet, va jouer la flexibilité du salaire réel, c'est-à-dire la capacité du salaire réel à varier pour ramener à l'équilibre. Le salaire réel peut augmenter ou bien il peut baisser. Et grâce à cette flexibilité, on reviendra à l'équilibre. Il y a donc quelques formes de chômage possibles selon les néoclassiques. Un chômage frictionnel, qui est de courte durée, qui s'explique par le temps d'ajustement entre l'offre et la demande de travail. Un chômage volontaire, qui résulte du refus du salarié de travailler au salaire réel en vigueur. Et enfin un chômage structurel, qui s'explique par les mutations des structures de l'économie. À long terme, il y aura un chômage naturel, d'après l'analyse de Milton Friedman. Le chômage naturel est un taux de chômage d'équilibre vers lequel l'économie va tendre sur le long terme. C'est-à-dire qu'en l'absence de choc, ce salaire va tendre vers un niveau d'équilibre qui égalise l'offre et la demande. Le chômage naturel s'explique alors par le fait que pour un niveau de compétence donné, certains travailleurs refusent d'accepter un salaire jugé trop faible. Cependant, pour d'autres auteurs comme Keynes, le chômage va être involontaire et conjoncturel. En effet, Keynes va remettre en cause l'analyse néoclassique. Selon lui, le chômage ne s'explique pas par un refus des travailleurs d'occuper des emplois à un salaire trop faible, ni dans les rigidités institutionnelles. Pour lui, le chômage s'explique par les anticipations négatives des chefs d'entreprise par rapport à l'évolution des débouchés. Ainsi, comme la demande effective est trop faible, elle est insuffisante pour justifier l'emploi de nombreux salariés. Il y a alors deux formes de chômage. Un chômage involontaire, c'est-à-dire que les chômeurs accepteraient de travailler au taux de salaire du marché, mais ils ne trouvent pas de travail, car la demande effective est trop faible. Un chômage conjoncturel, qui résulte du ralentissement temporaire de l'activité économique, et donc qui s'explique par des fluctuations économiques. La théorie du salaire d'efficience va reprendre et compléter l'analyse de Keynes. Pour l'analyse néoclassique, le salaire dépend de la productivité du travailleur. En revanche, pour la théorie du salaire d'efficience, le salaire détermine la productivité du travailleur. Ainsi, quand les entreprises souhaitent attirer une main-d'œuvre de qualité et éviter la rotation de la main-d'œuvre, elles ont intérêt à fixer un salaire au-dessus du salaire du marché. Simplement, les individus les moins productifs vont éprouver des difficultés à trouver un emploi, même s'ils proposent un niveau de salaire inférieur à celui des employés des entreprises.
La loi de Kuhn va alors mettre en avant le rôle conjoncturel sur le chômage. En effet, il met en évidence une relation de corrélation négative empirique entre le taux de croissance du PIB et les variations du taux de chômage. Ainsi, quand le taux de croissance du PIB diminue, le taux de chômage augmente. Et une étude sur 16 pays de l'OCDE a montré que la loi de Kuhn est statistiquement valable pour la plupart des pays. Comment ce chômage conjoncturel peut-il se transformer en chômage structurel? C'est ce que l'on appelle l'hystérèse du chômage. On parle d'hystérèse du chômage quand un phénomène dont l'effet persiste alors que la cause a disparu. Ainsi, aujourd'hui, le taux de chômage observé reste élevé, alors que, même s'il y a une forte reprise de la croissance, on aurait dû s'attendre à une baisse du taux de chômage. Plusieurs explications sont possibles. D'abord, la récession de 2008. Les entreprises ont moins investi et donc elles sont peu incitées à embaucher car les salariés vont être peu productifs du fait de la faiblesse du capital. La récession de 2008 est aussi responsable de la perte de capital humain d'une partie des chômeurs. C'est la théorie du capital humain de Becker. Une partie des chômeurs a perdu des compétences. Cela a été aggravé par les politiques d'austérité puisqu'elles n'ont pas soutenu l'activité économique qui aurait permis de créer des emplois et donc d'éviter cette perte de compétences des chômeurs. Enfin, la dernière explication, c'est l'analyse insider-outsiders. En effet, les insiders sont les salariés dans l'entreprise qui ont reçu une formation coûteuse. Ils ont donc un niveau de salaire au-dessus du salaire du marché. Or, cela va pénaliser l'emploi des outsiders, c'est-à-dire des chômeurs hors de l'entreprise. Leur salaire est supérieur à leur productivité. Et donc, les entreprises ne vont pas embaucher ces salariés dont la productivité ne compenserait pas le salaire.